Il y a un an, la Scuderia Ferrari, elle allait mal. Ah ouais, comme depuis 15 ans en fait. Oui, c'est vrai, mais bon, là, ça allait vraiment mal. Après une saison 2022 où ils n'ont pas réussi à battre Red Bull pour le titre, Mattia Binotto annonce sa démission de son poste de team principal. Il est remplacé par le français Frédéric Vasseur, alors team principal de la petite Alfa Romeo depuis 6 ans. Et autant dire que ce n'était pas un choix qui a ravi tout le monde, que ce soit chez les fans ou en interne. En effet, le directeur de course Laurent Mekies quitte l'écurie rapidement après le début de saison. De quoi rajouter encore plus de tension. Alors est-ce que Fred Vasseur est un bon choix pour Ferrari? Peut-il régler les problèmes en interne et surtout, est-ce qu'il peut les ramener au sommet? Aujourd'hui, on tire le bilan de sa saison 2023. On va pouvoir diviser son travail en deux catégories. La partie hors-piste, qui concerne la communication et la gestion de l'organisation de l'équipe, et la partie sur la piste, évidemment, bravo à vous, vous l'avez deviné, hein. Ici, on va parler du développement de la monoplace et de la gestion des pilotes. Et vous allez voir que le plus gros chantier, il n'était pas forcément visible. D'accord, mais comment la communication, elle impacte tes performances en piste? Eh bien, savoir communiquer, c'est un peu la base, si tu veux que les choses aillent dans ton sens. Parce que si tu n'envoies pas les bonnes informations aux bonnes personnes, au bon moment, bah crois-moi que t'es mort, c'est fini. Et là-dessus, Binotto, il avait 0 sur 20, hein. Tout raté, tout faux. Ah ouais, c'est vrai que ça, c'était une sacrée dinguerie. Le doigt levé sur Leclerc, ouf, pas bien passé. En fait, on peut distinguer la communication externe avec les médias et les fans et la communication interne avec tes équipes et tes pilotes. Et tout de suite, Vasseur, il a pris une approche très différente de Binotto. Mais pour ça, il faut comprendre qu'est-ce qui différencie Vasseur de Binotto et de ses prédécesseurs. Bah, il vient pas de Ferrari. Oui, mais encore. Il parle pas italien. Oui, enfin, parce qu'il est français, il est pas italien. Ah oui. Et donc? Eh bah Ferrari, c'est une écurie italienne. Non. Ah bah franchement, merci. Hein. Heureusement t'es là. Hein. Non mais attends, ce que je veux dire, c'est que Ferrari, ça appartient aux Italiens. Il y a une attache émotionnelle exceptionnelle, que ce soit à l'extérieur de l'écurie ou à l'intérieur. Les murs de Maranello, ils sont pas immunisés. Hein. Les mecs qui bossent chez Ferrari, ils sont pareils que les fans. Hein. Et à un moment, quand t'as un team principal italien chez Ferrari, eh bah t'as plus de chances de te laisser emporter par les émotions et par les critiques de la presse. C'est un peu comme Lyon Foot, quoi. On va d'abord écouter Twitter, et ensuite on va écouter les gars qui sont compétents. Enfin, quoi que c'est une équipe d'incompétents. Et le problème, messieurs, dames, vous me voyez venir, c'est que c'est pas forcément une bonne chose d'écouter la presse. Alors voilà, petite information, je la pose là. Parce qu'évidemment, ils ont pas toutes les informations que toi, tu peux avoir en interne. Mais bon, malgré que tu aies toutes les informations nécessaires à portée de main dans l'écurie, et bah il y a un moment, tu peux céder à cette pression des médias et des fans qui t'amènent vers des mauvaises décisions. Comment tu veux leur en vouloir aussi? C'est des fans des Ferrari, hein, ça fait 15 ans qu'ils ont pas gagné un titre, le poids du passé, ça doit être dur, hein. Évidemment qu'ils veulent faire de leur mieux afin de ramener Ferrari au plus haut, le plus rapidement possible. Mais ça coûte les choix long terme. Ils privilégient le court terme. Et c'est pas toujours la bonne solution. Et c'est là où Vasseur il agit différemment parce qu'il est pas italien. Regardez, quand on lui a demandé, on lui a posé la question, enfin pas moi, mais les journalistes, est-ce qu'il redoutait de ne pas gagner une course cette année avec Ferrari? Bah, il a répondu qu'il ne s'est même pas posé la question. La communication? Bah oui, c'est tout le but. Parce que le problème, c'est pas de gagner à tout prix, mais de créer une dynamique saine pour aller chercher des titres. Il est pas dans la même bataille que tous ses prédécesseurs. Ouais, ils ont clairement répondu que gagner c'est l'ADN de Ferrari, et patati et patata. Ce pragmatisme et ce détachement par rapport aux attentes des Italiens, bah, ça lui permet d'être une fois devant les médias un petit peu plus calme, un petit peu plus serein et de ne pas céder à la pression. Parce que bon, quand t'es team principal de Ferrari et accessoirement patron de 1500 personnes, excuse-moi mais je pense que la pression, tu l'as déjà suffisamment, hein, donc pas la peine de t'en rajouter. Donc tout ça, ça fait qu'il peut rassembler ses équipes autour d'un seul et même unique objectif. Ouais, justement, c'est quoi ce but? Eh ben c'est d'avoir une mentalité de responsabilité. Mentalité de responsabilité. Donc la mentalité, c'était le gros problème qui fait qu'ils n'ont pas gagné depuis 15 ans, c'est ça? Pas exactement. Tu vas voir. Déjà, premièrement, c'est faux de croire qu'ils n'ont pas une mentalité de gagnant chez Ferrari ou que pire, c'est le problème majeur. Mais ce qu'il faut admettre, c'est qu'avant lui, bah, ils étaient sur une façon de faire à base de non-dits, de légère complaisance et de peur de l'échec. Et c'est là où ça change avec Vasseur. Il y a 3 choses qui caractérisent son management en interne. La première et sûrement la plus importante, c'est la fameuse mentalité de responsabilité. D'ailleurs, ce que Elkann, le président de Ferrari et de Stellantis, parce que visiblement une grosse casquette, c'est pas suffisant pour le type, a qualifié de plus grand facteur de réussite des rivaux de Ferrari de ces dernières années. Bon, quasi. Et comment ça marche ce truc miracle là? Est-ce que ça vous dit de faire du latin? Non, non, vraiment pas, non. Pas grave, on va le faire quand même. Responsable vient du latin respondere, répondre, lui-même issu de spondere, promettre. Bon, tu me saoules déjà là, ok? Non mais tu vas voir, c'est simple, c'est fini. L'idée avec une mentalité de responsabilité, c'est que chaque personne doit répondre des attentes à son poste, et que ce soit bien ou pas bien, il faut assumer ce qui s'est passé. Et autant dire que c'était pas forcément quelque chose de bien glorieux sous l'ère Binotto, hein. Pour vous en convaincre, laissez-moi vous rappeler l'exemple très connu de 2022, où en Hongrie, l'équipe stratégique met des pneus hard à Leclerc. Alors que clairement, on a tous su dès le début que c'était pas la bonne stratégie, hein. Résultat, évidemment, bah il finit super loin, et tout le monde est déçu. Et alors que tout le monde s'attend à ce que Mattia Binotto arrive devant la presse en disant « On a fait mal aujourd'hui, on s'est raté », bah il a simplement dit que « Non, mais la voiture, elle était pas bonne aujourd'hui, non, elle était pas performante ». Comment dire, il y a un moment donné, faut prendre ses responsabilités, et vous voyez, ça se passait il y a un an, hein. Mais ça, l'état de détresse émotionnelle, les Italiens, eux, pendant toute la saison, hein. Les fans des Ferrari, pendant un an,
même pendant 4 ans on va dire, c'était ça tout le temps. Tous les week-ends, t'étais tendu. Fuir ses responsabilités, on a dit, hein. Alors autant sur le principe, vouloir protéger son équipe des futures attaques de la presse, c'est louable, hein. Je pense que Binotto, il savait très bien qu'il s'était planté sur la stratégie. Mais c'était maladroit. Et tout le monde s'est dit, mais quel tu te rends même pas compte que son équipe fait des erreurs stratégiques aussi grossières. Et tout ça, c'est que des signaux négatifs que t'envoies. Et la presse, bah forcément, ils attaquent encore plus, t'es de plus en plus fébrile, et tu fais les mauvais choix. Et ça, comme je l'ai dit, c'est en partie fini avec l'arrivée de Vasseur. On se cache pas, si on était mauvais, on le dit, et puis c'est tout. Encore faut-il le dire de la bonne manière. Et ça, c'est le deuxième pilier super important. On va jamais pointer les individualités. Si on n'a pas été bon, on l'a pas été en équipe. Bon, du moins devant la presse, hein, parce que deuxième règle bis, si jamais tu ne veux pas tuer la confiance de tes équipes et accessoirement enclencher une révolution en interne, vaut mieux garder tout le monde soudé, hein. Ah bah demande à Alpine, ils vont t'expliquer, hein. Et ça, c'est une constante dans les déclarations de Vasseur. Ils pointent jamais du doigt les personnes responsables des erreurs. Alors c'est pas une question de minimiser les faits, c'est plus une manière de dire, aujourd'hui, ensemble, on n'a pas fait le travail, demain, on doit faire mieux. Ça, c'est une formulation qu'il utilise très souvent dans ses déclarations. Chercher à faire encore mieux le lendemain. Et évidemment, lié à tout ça, le dernier point ô combien important, il faut féliciter et encourager quand ça va. On va être très clair, l'une des plus grandes forces, mais aussi l'une des plus grandes faiblesses de cette écurie, c'est sa passion. Et ça, Vasseur, il le dit au monde entier, hein. Son équipe, c'est la plus dévouée qu'il ait eu à travailler avec. Et pour ça, il raconte une anecdote à ce sujet. Vers la mi-saison, il devait apporter une amélioration pour la Hongrie. Mais il a poussé son équipe pour qu'elle puisse l'apporter en Grande-Bretagne. Et voyant qu'ils étaient sur le bon chemin, il dit en plaisantant, est-ce que vous pouvez me l'apporter pour l'Autriche? Ça serait encore mieux. Bah, résultat, ils ont fait ce qu'il a demandé. Ils l'ont apporté en Autriche. Alors qu'à la base, c'était une blague. Alors, deux choses. Soit c'est vraiment des branleurs et ils peuvent vraiment mieux bosser que ça. Oui, non. Soit ils sont remontés à bloc pour faire progresser l'équipe le plus rapidement possible. Elle a la subtilité à voir, trouver l'équilibre entre savoir dire quand ça va, féliciter ses équipes, et quand ça va moins bien, encourager pour qu'on puisse faire encore mieux. Et de par ses expériences passées, notamment avec Alfa Romeo, il est capable de gérer cette position délicate. Il sait gérer des troupes, parce qu'il a fait ça en fait toute sa vie. Même avant la Formule 1, le gars, il a monté des projets, quand c'était difficile, il a su motiver ses gars. Aujourd'hui, AR Grand Prix, qui a été fondé par lui, bah en F2, en F3, c'est fort. Donc la communication, premier point, faut être honnête, ça a été bien mieux cette année qu'avec Binotto, mais en même temps, difficile de faire pire. Mais bon, si la communication a été un point fort, est-ce que le recrutement et la réorganisation en interne, ça a été aussi bon? Non, parce que Iñaki Rueda, Laurent Mekies, ça a quand même été des dossiers délicats à gérer. Et là, autant dire clairement, c'est le domaine où il a passé le plus de temps depuis son arrivée. Comment t'organises cette fichue équipe? Et est-ce qu'il a trouvé une solution du coup? Non. Bah super, merci. Ça sert à quoi tout ça alors? Mais parce qu'il n'y a pas de solution à trouver. Quoi? Comment ça, il n'y a pas de solution à trouver? T'es en train de me dire que tu deviens team principal d'une écurie, mais il n'y a pas possibilité de trouver une organisation qui marche? Bah, tu vas voir, c'est pas aussi simple en fait. Comme souvent. Déjà, on va partir du constat de base qu'on entend trop souvent à mon avis. La Scuderia Ferrari est trop italienne. Et déjà, premièrement, c'est culotté, hein, parce que tu rentres en guerre contre toute une nation en disant ça, je m'y risquerais pas, hein. Oui, mais d'accord, mais est-ce que c'est faux, hein, parce que leur dernière période de domination, c'était un Allemand, un Français, un Anglais. Oui, d'accord. Et puis Mercedes, quand ça a gagné, c'était aussi un mix de culture, hein. Il y a Toto Wolff, il est autrichien, t'as les directeurs, ils sont anglais, t'avais des Allemands, t'avais des Français aussi. Enfin, et Red Bull en ce moment, c'est pareil, t'as du mix de culture. Oui, je suis d'accord, je dis pas le contraire. Mais c'est pas aussi binaire que ça. Déjà, il n'y a pas que des Italiens, mais qui est, c'est un Français, et Rueda, un Espagnol. Les deux, ils étaient des postes très importants, directeur de course et directeur stratégique. Après, est-ce qu'ils faisaient du bon boulot? Ça, c'est une autre question, hein. Et puis maintenant, leur nouveau directeur stratégique, il est indien, donc il n'y a pas que des Italiens, hein. Non, puis, faut se rendre à l'évidence. Quand vous voulez remplacer quelqu'un en Formule 1, si vous passez pas par la promotion interne, comme ça a été le cas par exemple avec Binotto, hein, qui a monté les échelons jusqu'à être directeur technique, oui, directeur technique et aussi directeur team principal, quoi, bah c'est long. C'est très long. Mais quand faut tout changer, apporter du 109, bah t'as pas le choix. Et sur ce point-là, Vasseur, il a commencé le chantier en interne, hein. Tôt dans la saison, il a annoncé le recrutement de Loïc Serra. Un Français, voilà, directeur de la performance de chez Mercedes. Ah ouais, non, mais en fait, au fur et à mesure des vidéos, on comprend pourquoi Mercedes, ça gagne pas. Ils sont tous barrés chez la concurrence, en fait. Bref, le problème, c'est que, sauf surprise, évidemment, il sera pas dispo avant 2025. Et ça, c'est forcément un frein dans le renouvellement de la structure en place. Parce que s'il y a bien une chose qui tient tout particulièrement à cœur Vasseur, c'est de briser le statu quo. Pour lui, il est nécessaire de se renouveler en permanence pour avancer. Et c'est là où je disais qu'il n'y a pas de solution miracle. Parce que tu peux pas te dire, à un moment donné, c'est bon, j'ai la structure qui va. C'est pas juste faire venir des gens et faire bouger ceux qui sont déjà en place. D'ailleurs, à ce propos, il disait ceci. Vous devez établir des bonnes relations et convaincre les gens de bouger. Les premiers sont les plus difficiles, puis les autres, ils suivent naturellement. Parce que clairement, ces mouvements internes, ils sont cruciaux. Ouais. Enfin, je veux dire, si quelqu'un est bon, t'as pas besoin de le changer de place, non? Non mais on parle pas de faire bouger tout le monde. Mais c'est juste que pour progresser, bah faut s'adapter. Et là, crois-moi, il y a toujours quelque chose qui va te faire changer ta structure. Déjà, premièrement, une stat importante, on l'a déjà dit dans la vidéo de Mercedes et d'Aston Martin, mais parce que c'est encore le même sujet, il y a un roulement d'une centaine de personnes chaque année dans les grosses écuries de Formule 1. Donc de 1, faut pallier les départs. Et puis il faut renforcer les domaines là où l'équipe est en difficulté. Ça peut être le département moteur, le département châssis. Tu peux avoir des gens qui quittent la Formule 1 parce qu'ils veulent voir autre chose. Bref, on change, on bouge.
et on espère des résultats. Et oui, bien sûr, le point important, j'en ai parlé dans ma vidéo sur Aston Martin, mais oui, faut faire travailler les gens avec des cultures différentes. En soi, c'est pas un problème, à mon avis, que la majorité de l'effectif soit italien. C'est juste que tu vas moins progresser, ou du moins moins rapidement que les autres, parce que t'auras pas les mêmes idées fraîches qui arrivent. Évidemment, Fred Vasseur, il en est conscient pour Ferrari, c'est pareil, sauf qu'il a un petit problème en fait. Quoi, tu vas me dire qu'ils sont pas capables de sortir de l'Italie pour trouver quelqu'un à recruter? Ah non, c'est pas ça le problème, c'est l'inverse. Alors là, faut que tu m'expliques, j'avoue, je comprends pas trop. Mais même si on se dit qui va refuser Ferrari, c'est quand même l'écurie la plus prestigieuse de l'histoire de la Formule 1, la réalité des fois elle est un peu différente. Toutes les grandes structures sportives de Formule 1 se trouvent en Angleterre. Quasiment tout autour de Silverstone. Donc autant dire que entre aller dans un nouveau pays, parler une nouvelle langue, devoir changer toutes tes habitudes, ou juste te garer sur le parking d'en face, il y en a, ils réfléchissent à 2 fois. Oui, c'est vrai que dit comme ça se comprend, oui. Donc non, c'est pas forcément plus simple de recruter quand t'es Ferrari. Surtout quand on sait qu'ils auraient besoin de 40 nouvelles personnes au sein de la structure, et en plus, t'as pas vraiment de marge d'erreur, hein. Si tu recrutes pas la bonne personne, ça va se voir tout de suite parce que t'es Ferrari et que t'es vachement plus exposé. Mais bon, ça c'est son rôle à Fred Vasseur, trouver les bonnes personnes, et c'est difficile de le juger dès cette saison, parce que les gens qui l'ont recruté, ils ne travailleront pas avant 2024 ou 2025. Par contre, là on peut déjà juger son travail, c'est le développement de la monoplace en 2023. Alors déjà, première question, on va poser les bases, hein. Est-ce que Vasseur il a un quelconque impact sur le développement de la monoplace? Bah oui, logique, parce que c'est pas le directeur châssis ou moteur. Ouais, c'est vrai. Pourquoi en fait il a un impact? Ah, tu vois que c'est pas aussi simple, hein. Mais évidemment, c'est le team principal, il a un impact. Il est juste un peu différent. En fait, son job, c'est surtout de manager. Il doit pousser ses équipes à trouver les solutions pour régler les problèmes. Son job, c'est de se concentrer sur les points négatifs et de faire en sorte de les améliorer. Ça, c'est le constat de base qu'il tire lui-même. Et du coup, est-ce qu'entre Bahreïn et Abu Dhabi, ça a fondamentalement gommé les problèmes négatifs? Et si on regarde les stats de Ferrari, grosso modo, ça ressemblait à ça. Hein, voilà. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Que ça a été instable dans le haut du panier. Ça a rarement été les meilleurs, mais rarement été les moins bons. À part en qualif. Ils ont vraiment été bons en qualif. Ouais, pas grand chose quoi en fait. Oui, en fait, si on regarde les stats, on peut juste leur reprocher de ne pas avoir fait aussi bien que l'an dernier, c'est-à-dire 2e. Mais c'est parce que cette monoplace en 2023, c'était la continuité de 2022. Avec les mêmes qualités, mais les mêmes défauts surtout. Une voiture rapide en qualif, mais incapable de tenir ses gommes de façon constante d'un week-end à l'autre. Dans ce cas-là, si Vasseur il est là pour gommer les points négatifs, pourquoi il a pas fait comme McLaren ou Aston Martin, c'est-à-dire on gomme tout et on recommence à zéro? Oui, encore plus parce que dès Bahreïn, ils savaient qu'ils allaient pas jouer le titre. Bon, évidemment, comme souvent avec la Formule 1, c'est une question de gros sous, une question de budget. Et là, Vasseur il s'est retrouvé face à un sérieux dilemme. Est-ce que on continue de progresser avec cette monoplace, tenter des choses, ou on repart de zéro avec un nouveau concept pour la mi-saison? Et là, clairement, ce qui a penché dans la décision, c'est que Ferrari, ils étaient pas largués dans le fond de grille comme McLaren. Ils étaient toujours dans le haut du panier, donc même s'ils changeaient pas de voiture, ils se retrouveraient pas soudainement dans les derniers. Ils ont donc décidé de se concentrer dès la mi-saison à 100%, quasiment 100% du moins, sur 2024. Bon, beaucoup font ça, parce que beaucoup vont ramener de nouvelles voitures en 2024. Et ça, messieurs, dames, ça va être super intéressant. Moi, je dis que Red Bull, ils vont se faire péter. C'est faux, on va se calmer, ressortez pas ça l'année prochaine, s'il vous plaît. D'accord, mais est-ce que ce choix-là, c'est la cause d'un mauvais développement en 2023? Mais déjà, qu'est-ce qu'un mauvais développement? Certes, elle n'a pas plus progressé que les autres, hein, mais elle n'a pas non plus régressé que les autres. En fait, il y a une application fondamentale de sa mentalité qui est de faire mieux chaque jour avec ce qu'on a. Ce qui a aidé Ferrari cette année, en plus des améliorations, c'est un travail d'optimisation. La deuxième moitié de saison, en grande partie, ça a juste servi à préparer 2024, hein, c'est lui-même qui le dit. Parce que si on peut pas améliorer la voiture, on peut améliorer d'autres points. La stratégie, on va venir dessus, les pit stops, les qualifications, etc., etc. Même je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus d'etc. que ça. Après, je disais, voilà, même s'il a fait sortir Iñaki Ureda de son poste de directeur stratégique, on a quand même vu des erreurs cette saison. Il y a une marge de progression pour 2024. Ouais, genre le niveau de Red Bull entre 2019 et 2021 où ils te sortaient à chaque fois des stratégies qui embêtaient tellement Mercedes qu'ils arrivaient à perdre la course. C'est ça, et puis on peut aussi rappeler les problèmes qu'il y a eu entre Carlos Sainz et Charles Leclerc à la radio. Donc tout n'est pas rose, loin de là. Et comment oublier les ingénieurs de piste là aussi, hein? Oh oui, parce que les I will come back to you ou we are checking, il y en a marre, ok? Après, faut pas oublier que c'est la FOM qui nous diffuse que certaines radios, donc c'est biaisé forcément. Et de 2, c'est un peu compliqué de changer un ingénieur de piste, encore plus en plein milieu de la saison, parce que c'est comme une relation de confiance qui se base sur plusieurs années entre le pilote et l'ingénieur. Il a quand même pas mal de données, de statistiques, il a une certaine connaissance, hein, même si parfois on a l'impression qu'ils comprennent rien. Il faudrait peut-être les changer, mais en plein cours de saison, c'est pas facile. Mais on en revient toujours à la communication en fait. Parce qu'il y a eu des événements négatifs, mais on n'en a pas entendu parler pendant des semaines et des semaines. Ouais, probablement aussi parce qu'ils sont pas en train de jouer le championnat. Hein. Comme Vasseur le dit lui-même, une équipe de Formule 1, c'est comme un gros navire. Changer de cap est lent. Il a besoin de temps pour comprendre comment fonctionne la machine en interne, afin de pouvoir impulser les bons changements au bon moment. Après bon, il a pas fallu beaucoup de temps pour se rendre compte qu'il fallait changer complètement la voiture. Hein. Oui, clairement, hein, les problèmes de la monoplace, ils étaient connus en interne, et ils ont eu la confirmation en 2023 que ça pourra pas aller plus loin. Enrico Cardini, le directeur performance, il a dit qu'ils ont pas
parfaitement compris ce qu'allait faire cette voiture. À la différence d'Aston Martin, ils ont une corrélation entre le simulateur, la piste et le ressenti des pilotes. Et ça fait gagner beaucoup de temps. Parce que bon, améliorer sa voiture, c'est un travail continu et rares sont les moments où tu peux te dire, ça y est, là, j'ai fait le maximum. Bon, à part quand tu gagnes un titre et que t'es Red Bull et que t'en as gagné 19 sur... non, 20 sur 21 courses. Ouais, exactement, ouais, bien vu. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Avec Vasseur, il y a eu du changement, il y a eu du mieux, hein, notamment sur les pit stops, mais le côté stratégique opérationnel est encore faible par rapport aux autres gros du championnat. Et même si tous les aspects sont importants, celui-ci, à mon sens, c'est le plus primordial parce qu'il arrive en bout de chaîne et il peut faire capoter tout le travail qui a été fait en amont. En 2024, ça va être nécessaire de s'améliorer sur ce point-là, parce que sinon ils vont jamais y arriver. Oui, après bon voilà, hein, t'as beau avoir une bonne voiture, faut savoir aussi gérer les pilotes, hein, parce qu'il y a eu quelques fois cette saison, c'était un peu tendu, hein. Évidemment, la dernière question épineuse auquel doit faire face Vasseur, c'est la gestion compliquée des pilotes. Parce que bon, ces dernières années avec Binotto, c'était pas non plus la partie la plus simple, hein, que je vous rappelle un petit peu Leclerc-Vettel, hein, qui se mettent dehors à chaque fois. Et surtout, Binotto, il a été incapable de gérer ça correctement. Alors certes, c'est pas facile, mais il a pas réussi quand même. Aujourd'hui, il se retrouve avec deux pilotes relativement jeunes qui sont à un moment de leur carrière où ils se disent on est dans une position où on peut gagner le titre. Oui, enfin en théorie, hein, parce que pour tout de suite là, on va se calmer. Et du coup, la difficulté pour Vasseur, elle réside dans la méthode de management à appliquer. Est-ce qu'il faut faire comme Red Bull ou Mercedes dans le passé avec un seul pilote leader? Bah, c'est bien comme ça que Verstappen il a pris ses 3 titres, que Lewis il a pris ses 4 derniers titres, que Schumacher il a gagné. C'est la solution. Oui, ça semble évident, tellement ça a l'air plus simple comme ça. Tu donnes tout à un pilote et l'autre, bah vas-y, casse-toi. Tu veux quoi? Tu veux une voiture? Bah, roule. Mais de un, pas sûr que ce soit forcément plus simple. Et de deux, Vasseur, il aime pas cette méthode. Lui, il préfère donner toutes les chances aux deux pilotes. D'ailleurs, il a toujours un contre-exemple à la stratégie d'un seul pilote dominant. C'est Prost et Senna. Alors, si je peux me permettre, évidemment, juste si je peux me permettre, hein, je pense que Leclerc-Sainz, on n'est pas encore au niveau du Prost-Senna, hein. Mais je peux me tromper. Et bien sûr, mais oui, hein, évidemment. Mais dans l'idée. Et franchement, en tant que fan de Formule 1, c'est cool, hein. On prend tout ce qu'on peut prendre. Voir deux pilotes qui ont les mêmes capacités d'aller se battre, c'est cool. Parce que désolé, mais si t'es fan de Perez ou de Bottas, oui, ça existe, surtout de Perez, bah... c'est chiant quoi, ça te dégoûte du sport, ton pilote que t'aimes, bah il a aucune chance de s'en sortir. Alors oui, évidemment, c'est pas fait pour les fans, c'est fait pour la stratégie interne, mais on prend, hein. Tant qu'on prend des choses, on prend. D'accord, mais il y a un moment, ça va forcément péter si tu fais pas de choix. Bah c'est là où il diverge avec son prédécesseur, c'est qu'à un moment donné, il va faire un choix. Aujourd'hui, pas besoin, parce qu'il veut pas le titre, mais au moment où ça va arriver, il fera ce qu'il faut pour faire gagner Ferrari, ok? Et il choisira qui du coup? Alors, j'en sais rien. Hein, c'est pas si évident que ça d'ailleurs, et puis je suis pas sûr que c'est la bonne question à poser maintenant. Mais si on veut répondre, sûrement celui qui sera devant au championnat. Hein. Mais là d'abord, on va se concentrer sur la gestion de cette année entre les pilotes. Parce que je trouve que c'était vachement difficile de dire que Leclerc ou Sainz a été le meilleur cette année. Donc c'est encore plus difficile de bien gérer les deux quand ils sont à un très bon niveau. On a vu un Carlos qui, mine de rien, bah il a été à un niveau plus proche de Charles quand la voiture elle va bien que par le passé. Et bon, pas au contraire, mais on aura vu un Charles plus en difficulté que l'an dernier par exemple. Fred Vasseur il explique ça notamment par une différente approche mentale de la part de Sainz, ce qui lui permet d'avoir plus de confiance dans la voiture. Et Charles Leclerc, bah lui il aurait un peu plus attaqué, il aurait demandé un peu plus à la voiture, alors qu'elle n'était pas capable, un certain manque d'adaptation finalement. Et ça, c'est un reproche qu'on lui a déjà fait, hein. Alors quand même on dirait que tu dis que Sainz a été bien meilleur que Leclerc sur la saison, hein. Du moins c'est le ressenti. Non, parce qu'il faut se rappeler d'où ils viennent, hein. Si vous voulez aller voir mes vidéos en 2022 pour savoir ce que je pense de Sainz, devenir champion. Non. Battre Max Verstappen. Non. Battre Charles Leclerc. Non. Battre Sergio Perez. Non. C'est un immense fail. Bon, voilà, hein. C'est juste que l'apprentissage en 2023, il a été différent entre les deux. Et c'est donc pour ça qu'au global, ils ont été assez proches en piste, ce qui fait qu'on a pu avoir quelques tensions. Je pense notamment à Silverstone en qualif, où la presse a commencé à s'enflammer après les commentaires désabusés de Leclerc, vis-à-vis du comportement de son coéquipier. Et là, on en revient à la communication. Vasseur a été très bon, il n'a pointé personne du doigt, ni l'un ni l'autre, il a pris du recul, et il a simplement dit que bah... on réglera ça autour d'une bière. Ah bah top le management. Bon, reconduire, il faut choisir, on a dit. Hein. Bah après qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette approche, ça a le mérite mine de rien de désamorcer une tension inutile. Et c'est une qualité très importante pour garder avec toi tes deux pilotes. Trouver les moments où il y a vraiment des problèmes et là où il faut s'asseoir discuter concrètement qu'est-ce qu'on fait et balayer d'un revers de la main, ce qui vaut pas le coup de prendre son temps quoi. Après entre grands guillemets, faut reconnaître qu'il a été chanceux de pas jouer le titre parce que oui, la communication a été plus simple, oui, la presse a été moins sur ses côtes, mais parce que il y avait pas de gros enjeux. Et puis rappelez-vous Binotto parce qu'en 2019, certes, il a le problème du moteur illégal, enfin à la limite du légal. En 2020, il a la pire saison de Ferrari et qu'il y a des problèmes entre Leclerc et Vettel. Lui, c'est peut-être un charreau, c'est peut-être un écœur de gonzesse, mais il trompe ses meufs, ok, il a des défauts. Je sais pas si je vais aller au bout de mon point là finalement. Donc ça pour dire qu'en 2021, on a quand même dit que Binotto, cette saison, ça a été pas mal. Il y a moins eu de problèmes, la nouvelle paire de pilotes, c'est bien entendu. Ils ont fait progresser l'équipe. Pourtant, l'année d'après, on lui a tiré dessus comme pas possible. Alors, il y a eu le cas aussi du contrat de Carlos Sainz, mais ça montre sa fermeté, qu'il est là pour se concentrer sur ce qu'il faut maintenant, et que les problèmes comme ça, on verra plus tard. Donc dans l'ensemble, Vasseur, cette saison en 2023, ça a apporté de la stabilité en interne selon les personnes concernées. Est-ce que ça sera suffisant pour qu'en 2024, il puisse aller chercher le titre?
Bah ça, seul l'avenir nous le dira. Merci à tous, c'était Georges, salut.